Une image. Juste une image. Le sort réservé au chef de la première révolte noire en 1906. Une autre image. 70 ans plus tard. Une image seule et qui a fait le tour du monde. Le massacre des enfants de Soweto. Du massacre lui-même, il n'existe que 3 fragments filmés. Celui-ci, très court. Un autre. Et celui-là. Presque la même image qui dure un peu plus longtemps. Au tout début de cette histoire, il n'y a pas d'image. Pas d'image lorsque les premiers colons, des protestants calvinistes, hollandais, scandinaves et allemands, s'installent ici au Cap de Bonne-Espérance, au milieu du XVIIe siècle. Pas d'image non plus lorsque les Britanniques débarquent 2 siècles plus tard et les chassent. Pas d'image, mais la reconstitution, filmée beaucoup plus tard, des milliers de colons fuyant avec leurs troupeaux, leurs fusils, leurs bibles et leurs esclaves pour trouver plus au nord de nouveaux espaces. Ici commence et prend racine la mémoire fervente des Afrikaners. Pas d'image non plus des guerres avec les Zoulous sur les nouveaux territoires, mais encore la reconstitution filmée de la bataille de Blood River en 1838. Face aux 13 000 guerriers zoulous du chef Dingane, ils ne sont que 500, à l'abri des chariots regroupés en lagueur. 500 contre 13 000. Mais ils ont prié toute la nuit. Ils ont leur Bible. Ils ont aussi des fusils et des canons. Dieu les a entendus. Dieu leur a donné la victoire. Eux, les Afrikaners. La victoire du lager. 1870, les premières photographies. Dans les nouveaux territoires des Afrikaners, au nord, la découverte des gisements de diamants. Et 15 ans plus tard, les premières mines d'or, bientôt révélées comme les plus riches du monde, et qui attirent les banquiers juifs et anglais. Les mines et les usines se développent, mais l'esclavage est aboli et la main-d'œuvre est rare. Alors on fait une première loi qui donne les meilleures terres aux Blancs. Les premières images filmées montrent les Noirs chassés de leurs fermes. Et est devenue la main-d'œuvre bon marché dont on manquait. Et déjà les textes officiels de la première République du Transvaal disent qu'il faut éviter l'égalité entre les gens de couleur et les Blancs au sein de l'Église et de l'État. « 1899. Lors du Transvaal est décidément trop tentant pour les troupes britanniques qui envahissent le territoire des bourgs. Premières images de guerre. La première guerre filmée au monde. Juste quelques images, comme celle-ci, à l'air anodin. La reddition d'un général bourg, arrêté et emmené dans un fourgon. La guerre va durer 2 ans. Les Britanniques brûlent les fermes, les champs et les troupeaux. Ils inventent le fil de fer barbelé. Et les camps de concentration, où ils enferment les femmes et les enfants. 22 000 enfants meurent dans les camps. Le pays est dévasté. La campagne détruite. Pendant les années qui suivent, les images encore rares montrent la misère des fermiers afrikaners réduits à travailler dans les mines ou les usines. Des années de misère et de soupe populaire. Des années où l'on ressasse la haine des Anglais.
des années dont on se souviendra. Mais on peut devenir pauvre et prolétaire, on n'en reste pas moins blanc. On ne veut pas être mélangé avec les Noirs. On veut avoir de meilleurs emplois et de meilleurs salaires. On est africanaire quand même. Il y a les Blancs et les autres. Les autres, c'est-à-dire les Indiens, les Métis et les Noirs. Alors en 1910, on se réconcilie avec les anglophones et on crée un État réuni, rattaché au Commonwealth, l'Union sud-africaine. Les Noirs sont déjà exclus du fonctionnement démocratique et leurs droits sont limités. En 1911, une première loi leur interdit l'accès à certains emplois. Aussitôt, dès 1912, des Noirs issus des rares familles aisées et formés dans les écoles chrétiennes créent l'ANC pour lutter contre la ségrégation et aussi contre le tribalisme et les rivalités ethniques. Ils veulent une société unie et non raciale. Ils vont à Londres demander le droit de vote pour les Noirs et l'abrogation des premières lois ségrégationnistes, sans succès. À Londres, on ne les écoute pas. Et d'ailleurs, Londres laisse passer l'année suivante une nouvelle loi qui attribue la propriété de 95% des terres à la minorité blanche et n'en laisse que 5% à la population noire, sans possibilité de s'agrandir ailleurs. Ces réserves sont bien sûr celles où les terres sont les moins fertiles, et sans gisement minier, sans or, ni diamants. Pendant ce temps, après la Première Guerre mondiale, l'Union sud-africaine obtient mandat de la Société des Nations pour occuper la colonie allemande de la Namibie, riche en diamants. 1922. Les temps sont durs pour les ouvriers blancs, menacés dans leurs emplois et leurs salaires par la concurrence de la main-d'œuvre noire, plus nombreuse et moins chère. Des rumeurs de mise à pied provoquent la grève de 22 000 ouvriers et mineurs, la création de syndicats et d'un parti communiste. C'est la révolte rouge des Blancs qui se croient menacés par les Noirs. Leur slogan, « Travailleurs du monde entier, unissez-vous pour une Afrique du Sud blanche ». Barricades, loi martiale, bataille rangée, pendaison, retour au calme et à l'ordre. En 1923, 1924, 1927, une série de lois limite encore les droits des Noirs en matière de travail, de résidence et même de relations sexuelles. Les années 30 passent. Chez les Afrikaners, on travaille et on va en Europe faire son éducation, comme les Anglais. Mais comme on est calviniste, comme on déteste les capitalistes anglais et juifs, c'est en Allemagne que l'on va. Et c'est en Allemagne que dans ces années-là, les années 30, on entend les échos rassurants de ce qu'on pensait déjà, d'une société parfaite et respectant les différences entre les races, comme dans la Bible. Et c'est d'Allemagne qu'on revient avec l'idée d'un système qui protégera l'intégrité de la race et de la culture afrikaner, le national-christianisme. Le docteur Malan, pasteur et directeur de journaux, crée le Parti nationaliste. Et en 1948, malgré la ruine de l'Allemagne nazie, il gagne les élections et prend le pouvoir. Die oorlog is nou klaar en die huis toe gaan is daar terug na die ou Transvaal. My hartlam wag vir my en ek sal soal te bly hartsoentjies met myne betaal. O bring my terug na die ou Transvaal, daar waar my. Alors maintenant, comme les pionniers du lager, on va protéger l'avenir de la société afrikaner contre les invasions et bâtir le système mis au point par le bon docteur Verwoerd, Premier ministre et père de l'apartheid. Our policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid. And I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily, and perhaps much better, be described as a policy of good neighborliness. Accepting that there are differences between people. But while these differences exist,
and you have to acknowledge them. At the same time, you can live together, aid one another, but that it can best be done when you act as good neighbors always do. En bon voisin, bien sûr, mais chacun chez soi. Une première loi de 1949 interdit les relations sexuelles et même le mariage entre blancs et non-blancs. Une deuxième loi, l'année suivante, impose le classement de la population par catégorie raciale, blancs et non-blancs, indiens, métis et noirs. Une troisième loi interdit encore le Parti communiste. Depuis longtemps déjà, les terres insuffisantes et misérables accordées aux Noirs ne peuvent plus tous les nourrir et une population de plus en plus nombreuse vient à la recherche d'un emploi, remplir des bidonvilles déjà surpeuplés à la périphérie des villes et des zones industrielles. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Alors, en 1950, la loi délimite des zones de résidence selon les catégories raciales. Les blancs et les non-blancs vivront dans des zones séparées. Pas de mélange. Tous les Noirs doivent dépendre administrativement d'une réserve selon leur origine ethnique. Il y a 9 réserves pour 8 ethnies, très dispersées, établies sur les terres inutilisables par les Blancs. La réserve des Zoulous est même divisée en 10 régions. Et le Bophuthatswana en 7. Les réserves seront administrées par des Noirs. Et la loi prévoit qu'elles deviendront ensuite autonomes, puis indépendantes, faisant ainsi ensuite disparaître les Noirs des registres de la République d'Afrique du Sud, par de simples transferts administratifs. L'objectif, au terme du processus, c'est ceci. Une République d'Afrique du Sud officiellement blanche à 100%. Dès maintenant, la loi fixe que c'est seulement dans les réserves que les Noirs peuvent exercer leurs droits civiques. L'accès aux zones blanches, 87% du territoire, ne leur est autorisé que pour aller y travailler. Et pour mieux contrôler leurs déplacements, une 5e loi, en 1952, rend obligatoire pour les Noirs le port d'un passeport intérieur, précisant la réserve d'origine, la situation familiale et professionnelle, les lieux de travail et de séjour autorisés. Can you work, John? Yes. Are you sure you can work? Yes, boss. I don't want any lazy cappers on the job, yeah? No, I'll work. Let me see your pass. But his permission to seek work has expired already. But can't you do something for himself, please? You know you can be arrested walking around with your passbook like this. Yes. Do you know that? Yes, boss. They can send you to the farms. They can send you out to Johannesburg. Yes. Will you take this to the post office and get it fixed up? Toute infraction est passible d'arrestation et de condamnation. 1 200 000 en 10 ans. Une loi fixe aussi la place de chacun dans les lieux publics, les blancs et les autres. Une 6e loi fixe enfin pour les Noirs les conditions d'une éducation plus ordinaire que pour les Blancs, et dont le coût sera 20 fois moins élevé. Après tout, comme le rappelle le Premier ministre, et comme il est dit dans la Bible, les Noirs ne sont que des coupeurs de bois et des porteurs d'eau. Ils n'ont pas besoin de connaissances inutiles. Now, just show me how to rub this. Show us the wrapping. Les mineurs. Ils sont 500 000. Ils sont logés à l'écart, dans des foyers, propriété des compagnies dont l'accès est interdit.